Il est 21h sur la télé du 21e siècle, c'est l'heure de la grande édition d'information. Au sommaire de ce journal, ce 25 février 2021 marque la deuxième année du déguerpissement qui a eu lieu dans les quartiers des Cap-Orail, Kipe2 et Dimès. Des victimes de ces opérations de déguerpissement reviennent sur ces moments durs, vous les entendrez dans ce journal. Les fédérations de l'UFDG de Conakry réitèrent leur soutien et solidarité au président Cellou Dalein Diallo. Elle affiche une union sacrée face à la fermeture du siège du QG et surtout à la détention des cadres du parti. Grâce à l'ambassade du Japon en Guinée, la Fédération guinéenne de karaté dispose désormais un nouveau siège. Le coût total des travaux s'élève à 800 millions de francs guinéens. Plus de précisions, ça sera dans cette édition d'information. C'était tout pour les titres. Merci de nous choisir pour vous informer. Et une fois encore, bonsoir. 2 ans après la démolition des habitations de Cap-Orail, Kipe2 et Dimès, les victimes sont toujours à l'attente de la justice. Selon le président du collectif rencontré ce 25 février, le retard de la procédure judiciaire à la CEDEAO est dû à l'arrivée du coronavirus. Sayoun Kamara, reportage. C'est le 25 février 2019 que les premières machines du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire ont commencé la démolition des habitations de Cap-Orail, Kipe2 et Dimès. Plusieurs centaines de ménages sont envoyés à dormir à la Belle Étoile. Le président du collectif de victimes de la casse garde encore de mauvais souvenirs. Tu sais, toujours quand on devient pauvre, on devient malheureux. Mais c'est Dieu qui fait le malheur et le bonheur. Nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve, mais nous comptons sur nos efforts et nous comptons sur la volonté des gens qui nous aident. Nous comptons sur la volonté de la justice et qui dira la raison. Et quand cette raison est acquise, nous pourrons rentrer en possession de ce qui nous appartient parce qu'on nous a spoliés. Après avoir été débouté par la justice guinéenne, le collectif des victimes avait porté plainte auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Une procédure dont la quasi-totalité des victimes souhaitent vivre. Et l'âge Alpha Omar Diallo rassure. Nous comptons beaucoup sur la justice qui pourra faire la part des choses et qui donnera raison à qui a raison et qui tort celui qui a tort. Donc nous comptons sur cette justice sur laquelle nous ne céderons même pas un pas. Nous voyons ce qu'ils sont en train de faire ici. Ils ont divisé le terrain en deux lots qu'ils sont en train de vendre maintenant. Donc, ce qui était du public hier, aujourd'hui est devenu du commerce. Le président du collectif des victimes des déguerpissements de Cap-Orail, Kipe2 et Dimès invite ses membres à plus de patience et de retenue jusqu'à la tenue du procès. Et puis, il faut dire que ce 25 février marque la deuxième année du déguerpissement qui a eu lieu dans les quartiers de Cap-Orail, Kipe2 et Dimès. Plusieurs familles ont été forcées de quitter leur domicile. Ces victimes reviennent sur ces moments durs. Aujourd'hui encore, certains déguerpis sont confrontés au problème de désengorgement des voies publiques. Suivez les réactions au micro de Mamadou Binta Diallo. Avant, j'avais un conteneur là, c'est là-bas que je faisais le petit commerce. En 2019, l'État est venu, nous a déguerpi, sans rien, sans dédommager, sans faire des gestes quoi. Ils nous ont abandonnés comme ça. Cette fois-ci encore, on s'est battu, on a parti par tous les moyens pour avoir un lieu, on n'a pas pu avoir. Maintenant, on est venu, ça fait maintenant quelques mois de cela quoi. Maintenant, à ce jour-là, l'État est venu encore, il nous a dit de quitter. Ce n'est pas comme ça quoi, l'État doit faire. L'État doit faire pas à pas. En fait, tout Cap-Orail est en désespoir, en fait. Parce que depuis l'année passée, on était là, de l'autre côté. Ils ont enlevé, on vient sur le retention. Le coin que nous voyons là, l'État ne va pas construire ici. Donc nous, les pauvres citoyens, une fois que nous sommes là, c'est juste pour chercher encore le quotidien. Soi-disant, nous allons quitter encore, aller ailleurs. Ailleurs là, c'est où on allait maintenant nous installer maintenant. Il y a les pères de famille ici parmi nous.
Mais c'est pas facile. Il n'y a que des jeunes étudiants qui se retrouvent au bord de la route. S'il faut déguerpir encore, ces jeunes vont se retrouver encore dans la rue. Moi, je vois que ça va beaucoup augmenter le chômage encore. Maintenant, ça fait 2 ans, presque, je vis à la Belle Étoile. Parce que là où j'occupe actuellement, là, je suis là-bas malgré, bon, je paye, mais c'est pas ça. Je m'aimerais bien rester chez moi. Ou déguerpir, ce n'est rien. Mais au moins, le minimum que l'État pouvait faire pour nous donner au moins un délai d'1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va nous permettre au moins de prendre nos objets tout doucement, chercher à aller ailleurs. Ou au moins, ils pouvaient aménager une partie là. Chacun vient avec ses dossiers. Voilà, toi, on te donne ici, moyennant quelque chose pour un départ au moins. Ils sont venus, ils nous ont chassés comme ils ne sont pas des Guinéens. Et puis pour être plus complet sur ce dossier, nous recevrons en fin de journal Mamadou Sambasso, porte-parole du collectif des victimes des déguerpis des Cap-Orail, KIPD et DIMES. Éducation, on en parle dans cette édition d'information. Les étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia manquent de place dans les salles de classe. Certains sont obligés de suivre les cours arrêtés dehors. Ibrahima Souribari nous fait le point. Le système éducatif guinéen est confronté à des problèmes structurels, ce qui accentue son incapacité à améliorer le niveau d'études des élèves. Dans le cadre d'accompagner les meilleurs élèves, une ONG essaie d'aider les uns et les autres à se perfectionner. Essaie de faire ce qu'elle peut au niveau du système éducatif. Le lycée collège Bonfi est récompensé, le lycée Ahmed Sékou Touré, le lycée Donka, le lycée Symphonia, le lycée Coléa. Ces 6 lycées publics des 5 communes sont nominés. C'est une première fois. Il faudra qu'on vienne galvaniser notre jeunesse. Ce sont eux demain, l'avenir de demain. Donc je pense qu'ensemble, on peut réussir quelque chose. Ce n'est pas seulement le ministère de l'Éducation nationale. Il faudra que tout le monde apporte son grain de sel dans le système éducatif. C'est ce que nous faisons. Une stratégie de récompense est mise en place pour booster l'éducation guinéenne vers l'excellence. La présidente explique sa méthode d'accompagnement. Les sélections, c'est simplement le travail de chaque élève normalement. C'est-à-dire, on va à l'école, un enfant normal qui va à l'école, voilà, tu travailles fin d'année, voilà, la personne peut se retrouver avec 17 de moyenne, avec 18 de moyenne, voilà, avec une moyenne impressionnante qui fait la fierté de sa famille. Mais ces enfants, logiquement, quand on a ces moyennes, logiquement, il n'y a pas d'initiative au niveau du privé, au niveau du public. Il n'y a pas d'initiative. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai voulu corriger pour dire, non, si ces enfants ont ces grosses moyennes, on peut aussi faire quelque chose pour mieux les encadrer pour être les cadres de demain. Ces organisateurs estiment que plus une population est bien éduquée, plus elle est productive. Il est largement admis que l'éducation est un moyen de lutter contre toutes les formes de pauvreté. Dans la soirée du mercredi 24 février, Oumar Silla, alias Fonike Mangue, a été évacué dans une clinique privée de Conakry. Après avoir passé quelques examens, il a été ramené à la maison centrale de Conakry. Ce jeudi, son épouse lui a rendu visite. Alpha Omar l'a rencontré après sa sortie. Reportage. Arrêté depuis le 29 septembre 2020, Oumar Silla, alias Fonike Mengue, a été évacué pour la 3e fois dans une clinique de la place. Après des examens, il faudrait encore attendre pour avoir les résultats, explique son épouse. Hier, il devait aller en consultation pour des soins oculaires à la clinique tunisienne du côté de Mankepa. Il avait un peu des maux d'yeux, des yeux qui le picotaient, ils ont fait des examens par rapport à ça. Ils n'ont pas encore fourni de résultats par rapport à ça. Ils ont dit de revenir à une date ultérieure pour récupérer les résultats. Elle soutient que la prison reste toujours un lieu d'isolement, mais elle reste convaincue que son époux tient le coup. Elle espère qu'il sortira bientôt. La prison reste quand même la prison. Est-ce que vous voyez? Par rapport à son moral, je sais que physiquement ça va, moralement aussi il tient. Il est toujours derrière sa position et j'espère qu'on finira très vite avec cette histoire. On espère aussi qu'avec l'appel que les avocats vont faire, qu'il ne va pas faire tout ce temps-là ici.
À l'image de Oumar Silla, nombreux des détenus politiques se plaignent tous les jours des problèmes de maladie. C'est le cas de Ousmane Gawal Diallo, Selou Baldé, Ibrahim Cherif Ba et Étienne Soropogui qui sont tous souffrants. Dans le même registre, le dossier concernant la poursuite judiciaire contre le gouverneur de la Banque centrale de Conakry continue à faire couler salive et encre en Guinée. Notre reporter a rencontré ce jeudi l'avocat de la défense, maître Poliomba Koroma. Yaye Oumoubari signe ce reportage. Poursuivi pour abus de confiance depuis janvier 2021 par les établissements Alseni Bangoura et associés, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, n'a toujours pas répondu. Face à cette situation, l'avocat de la défense accuse le parquet du tribunal de première instance de Kaloum. Monsieur le Sénénabé n'a pas comparu tout simplement parce que le parquet du tribunal de première instance de Kaloum ne l'a pas voulu. Très tôt le matin, le procureur de la République, en personne lui-même, s'est saisi du dossier, l'a exfiltré de la juridiction compétente pour aller le domicilier dans les bureaux du procureur général près la cour d'appel de Conakry. Le dossier, bien qu'enrôlé, programmé, renvoyé pour le 22, n'a pu être enrôlé parce qu'il n'existe pas. Le juge ne pouvait donc l'appeler ni le juger, faute de matière première. Cet avocat demande à ce que le pouvoir exécutif laisse l'indépendance au pouvoir judiciaire, ce qui permettra au département de la justice de faire son travail sans pression. Mais le ministre de la Justice, n'agissant pour le compte du gouverneur de la Banque centrale, nous administre la preuve que la loi n'est faite que pour les indigents, pour les personnes vulnérables et, disons, pour les damnés de la terre. Ce à quoi nous opposons farouchement. Nous sommes sincèrement surpris. C'est pourquoi nous dénonçons, nous flétrissons, nous condamnons, nous stigmatisons. Si rien n'est fait pour l'évolution de ce dossier judiciaire, l'avocat de la défense menace de porter plainte contre le procureur de la République pour abus pénal, abus d'autorité et obstruction de la justice. Et puis on parle de santé dans ce journal. La majorité des élèves ne portent pas les masques dans les écoles et c'est là malgré les campagnes de sensibilisation pour la lutte contre le coronavirus Ebola dans le pays. Face à cette situation inquiétante, nous avons fait le tour de certaines écoles. C'est un reportage de Yaya Bari. Ce mercredi, le président Alpha Condé a déploré le relâchement des gestes barrières contre la COVID-19. Dans un contexte où Ebola a ressurgi en Guinée, cela inquiète. Malheureusement, la réalité crève les yeux, notamment au sein des établissements d'enseignement pré-universitaire. On doit continuer à porter les masques parce que nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Au fait, il y a le retour d'Ebola aussi. Conscient des conséquences de l'arrivée de la maladie Ebola en Guinée en 2013, ce responsable d'école appelle au respect des mesures édictées par les autorités sanitaires. Ce que je peux dire aux uns et aux autres, c'est que la pandémie, c'est une réalité. Donc cette maladie existe. En plus de celle-ci, une autre maladie vient de faire son apparition qui n'est autre que l'Ebola, qu'on avait éradiqué depuis les années 2014-2015. Donc pour se protéger et protéger sa propre famille, protéger ses proches et ceux-là que vous allez rencontrer soit dans les véhicules ou dans votre lieu de service, il est question que vous respectez les mesures barrières. Je pense que la sensibilisation est une très bonne chose. En dehors de la sensibilisation, il y a les méthodes de coercition. Ces méthodes de coercition pourront permettre aux uns et aux autres de respecter. À la date du 23 février 2021, la Guinée comptait 5 cas de décès, dont 4 probables et 1 cas confirmé d'Ebola. En ce qui concerne le coronavirus, le tableau indique 15 680 cas confirmés, dont 14 798 cas guéris et 98 décès hospitaliers.
Les 10 fédérations du Parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée ont réitéré leur soutien et solidarité au président Cellou Dalein Diallo ce jeudi, une union sacrée face à la fermeture du siège du QG et surtout à la détention des cadres du parti à la maison centrale de Conakry, Oumar Condé, compte rendu. Au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, le parti UFDG a connu des restrictions des libertés démocratiques. Le siège, le QG, ont été fermés. En plus, il y a eu une vague d'arrestations de ses responsables et militants. Voilà qui a poussé les 10 fédérations de l'UFDG à Conakry à réitérer leur soutien total à Cellou Dalein Diallo. Au nom des sections, des comités de base, des militants, leurs fédérations respectives sont venus pour réaffirmer la direction nationale du parti et à vous-même leur confiance, leur soutien et leur fidélité. La jeunesse du parti est plus que déterminée. Nos idéaux sont grands. Nulle injustice, aucune menace, aucune intimidation ne nous fera capituler. Que M. Alpha Condé se détrompe. Les femmes de cette formation politique ont aussi exigé la libération des détenus politiques. Nous, les femmes de l'UFDG, exigeons la libération de tous les prisonniers politiques et l'arrêt de la parodie de justice en cours. Très ému et conscient des moments que traverse son parti, Cellou Dalein rassure. Ce qui me rend fier aujourd'hui, c'est de sentir que vous êtes déterminés à continuer le combat pour l'instauration dans notre pays d'une véritable démocratie. Soyez sûrs que la victoire sera de notre côté. La rencontre a pris fin par des prières pour le bien du parti, UFDG. Page culture de ce journal, la première édition du Salon de la lecture, le SALEG, se tiendra du 24 mars pour les présélections au 11 avril pour la finale. Il a pour thème le livre « Mon avenir ». Les couleurs de l'événement ont été annoncées ce jeudi à l'occasion d'une conférence de presse. Bintou Souban et Ibrahim Paï Kamara pour le compte rendu. Le Salon de la lecture est une compétition littéraire, interscolaire et universitaire. Il vise à booster le niveau des élèves et étudiants guinéens à travers le livre. L'organisatrice de l'événement dit pourquoi cette initiative. Nous sommes dans un pays où la lecture est tout sauf une priorité. Et ça se répercute de façon assez négative sur le système éducatif guinéen. Donc, puisque nous voulons contribuer à la qualification du système éducatif guinéen, nous avons pensé à la lecture parce que n'oubliez pas que la lecture est à la base de toute formation intellectuelle. Donc, c'est pourquoi justement nous avons pensé à mettre en place le salon de la lecture. Et donc, pourquoi? C'est parce que oui, nous avons effectué le constat dans les écoles, dans les universités. Pour le moment, cette première édition du Salon du Livre ne concerne que la zone spéciale de Conakry. L'idée aujourd'hui, c'est que toute la Guinée participe et qu'avec le temps, qu'on puisse inviter d'autres grandes écoles et d'autres grandes universités de la sous-région. Donc pour cette première édition, il y a 15 écoles et 8 universités, 3 candidats par établissement, ce qui nous fait un total de 69 candidats. Et donc, il y a l'étape de formation, l'étape de présélection, il y a aussi la finale. Pour participer à cette compétition, il y a des critères à respecter selon ce membre du jury. Nous nous appesantirons sur le contenu de l'introduction, sur les contenus du corps et sur le contenu de la conclusion. Et il sera demandé à chaque établissement scolaire un exposé. Et l'exposé sera écrit, peut-être avec des commentaires, ce que nous attendons de chaque école participante. La lecture est la nourriture de l'esprit, disait l'autre. Ce salon a pour particularité offrir des bourses d'études aux participants, lire et résumer un livre. On ouvre à présent la page sport de ce journal. La Fédération guinéenne de karaté a un nouveau siège grâce à l'ambassade du Japon en Guinée. Les travaux ont été lancés le 25 février 2020 pour un coût de 800 millions de francs guinéens. Mohamed Salou Diallo pour plus de précisions.
Le projet d'extension et de rénovation du siège de la Fédération guinéenne de karaté a été lancé au mois de mars 2020. Les travaux sont bouclés et ce siège comprend des bureaux, salles de réunion et de karaté. Le président de la Fédération guinéenne de karaté parle de ce projet. Je pense que ces équipements qui sont obtenus, cet espace qui a été réorganisé et qui est rendu aujourd'hui immaculé, doit être sauvegardé par les bons soins de membres de la Fédération guinéenne de karaté. L'ambassade du Japon a mis 820 millions de francs guinéens pour la rénovation, l'extension et l'équipement des locaux de cette fédération. L'ambassadeur parle de l'importance de cette discipline. Du judo et des autres arts martiaux. Et c'est une recherche de la performance sportive, mais également une règle de la vie, un respect de l'adversaire et une domination de soi. C'est aussi un aspect culturel du Japon que nous sommes très fiers de partager dans le monde, et particulièrement en Guinée. Des karatékas ont fait une démonstration qui a réjoui le représentant du ministère des Sports. Nous avons 33 disciplines sportives. Nous demandons à toutes les disciplines sportives, il faut sortir de ce carcan, il faut se montrer, il faut vulgariser. Il faut vraiment chercher les partenaires. La Guinée doit abriter le championnat d'Afrique de karaté cette année à Conakry. La Ligue guinéenne de football professionnel a tenu son assemblée élective ce jeudi 25 février 2021. Cette cérémonie a eu lieu dans la salle des conférences du stade général Lansana Conté de Nongo. 28 membres statutaires ont pris part à cette élection. Mathurin Bangoura, unique candidat, a été réélu pour 4 ans. Ibrahim Diallo. 28 membres statutaires, dont 14 pour la Ligue 1 et 14 pour la Ligue 2, ont pris part à l'assemblée élective de la Ligue guinéenne de football professionnel. Après l'adoption des rapports d'activité et l'amendement de quelques articles, Mathurin Bangoura, l'unique candidat, a été réélu par acclamation pour 4 ans. Quand le championnat fini, nous nous apprêtons pour amorcer une autre saison sportive. On se bat pour avoir les moyens. Mais comment les obtenir? Si on n'a pas de subvention, ça devient des problèmes pour les clubs, les présidents des clubs. L'État ne nous aide pas pour avoir les stades. L'État ne nous aide pas, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a plus de charges pour les clubs de Ligue 2 que de Ligue 1. Le président de la Ligue guinéenne de football professionnel n'a pas manqué des étés de pique au ministère du Sport. Le ministère l'a dit clairement à la radio et à la télé, par la voix du directeur national, pour dire que le ministère ne sait pas comment la Ligue a été mise en place. Donc il va être difficile pour nous d'être subventionnés et parler de notre département. Donc, encore une fois, Monsieur le Président des différents clubs, voilà le problème auquel la Ligue professionnelle de football est confrontée. Abdou Wahab, réélu au poste du secrétaire général, donne quelques objectifs du nouveau bureau. Pour les 4 prochaines années, sous la direction bien sûr du président Mathurin, que je félicite, ainsi que l'ensemble des membres du bureau qui ont été élus en même temps. Et c'est une première pour nous déjà, le premier acte de changement qui est fort, c'est d'avoir accueilli encore une nouvelle membre, parce que les femmes aussi doivent faire partie du football, et on est en train de réfléchir aussi à cet aspect-là, comment on fera aujourd'hui aussi, pour savoir que ce n'est pas seulement aux hommes aussi d'avoir un championnat professionnel. C'est après la démission de KPC à la tête de la Ligue guinéenne de football professionnel en 2018 que Mathurin Bangoura est arrivé conformément au règlement de la Fédération guinéenne de football. À présent, place à notre rubrique invité du journal. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Mamadou Sambasso, porte-parole du collectif des déguerpis de Cap-Ororaï, Kipé 2 et Dimes 2019. Monsieur So, bonsoir. Bonsoir, Barry. Alors, il faut rappeler qu'en 2020, vous avez intenté contre l'État guinéen à la Cour de justice de la CEDEAO
notamment par rapport à ces dossiers. Alors, le procès devrait s'ouvrir le 24 mars, on se rappelle, du côté du Nigeria. Alors, qu'en est-il de l'évolution de ce dossier judiciaire? Merci. Donc, aujourd'hui, ça fait 2 ans, il faut le reconnaître. C'était plutôt en 2019, après la casse, puisqu'elle est intervenue au mois de février et de mars. Il y a eu une première audience à laquelle nous avons assisté en tant que victimes, ainsi que notre avocat, mais l'État guinéen a brillé par son absence. La Cour l'a sommé d'envoyer ses observations écrites, ce qui a été fait, mais de façon tardive. Et après, des audiences ont été fixées. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de rendez-vous parce que l'une ou l'autre des parties demandait à chaque fois qu'il y ait report. Et puis, entre-temps, cette pandémie de Covid est venue ébranler donc le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour l'instant, le dossier est un peu bloqué. Mais on a l'espoir qu'il sera relancé dans les prochaines semaines ou mois. Alors, il faut rappeler quand même que ça a été un peu dur pour vous. Vous avez bataillé sur beaucoup d'aspects. Oui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut savoir de la situation actuelle des victimes que vous êtes? Difficile de répondre à cette question à chaque fois qu'on me la pose, parce que quand on n'est pas dans la peau d'une victime, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Donc beaucoup de personnes, de vieilles personnes qui étaient à la retraite sont en train de mourir aujourd'hui, des veuves également, mais il y a aussi des jeunes. On a un qui est décédé en 2019 du côté de la Méditerranée, au niveau de l'Algérie, alors qu'il tentait de rejoindre l'Europe. Et tout récemment, c'est un autre jeune qui est décédé du côté du Maroc. Presque une semaine ne passe pas sans qu'on nous annonce des disparitions. Pour nous, au-delà du fait que ça soit naturel, mais au-delà du fatalisme, il faut faire un lien entre ces déguerpissements-là et les chocs donc, que les gens ont subis et ces tragédies que nous sommes en train de vivre. Alors, il y a quand même une de vos sorties qui a retenu l'attention en ce qui concerne notamment les domaines qui ont été déguerpis. Vous avez parlé notamment d'une certaine vente de ces domaines. Est-ce que vous en avez des preuves de vos affirmations? Oui, suffisantes. Il y a d'abord cette carte, le plan de la zone qui a été fait par l'entreprise Imag Holding, qui est une entreprise fantôme créée par Ibrahima Kourouma avec des copains ivoiriens. Et donc sur cette carte-là, vous voyez bien qu'il y a des sociétés comme Orange Guinée, qui n'est quand même pas un service de l'État guinéen. Et à qui nous avons adressé un courrier de protestation parce que les rumeurs ont couru bien avant la casse que Orange était derrière cette affaire. Et donc Orange nous a répondu, lettre à l'appui donc, en nous disant oui, nous avons obtenu un domaine, mais nous ne sommes pas impliqués à ce qui vous est arrivé. Et il y a d'autres cas, il y a Orange Guinée, j'ai parlé d'Orange, il y a les ambassades de la Turquie, la Turquie aujourd'hui en train de construire sur place. Vous avez également les ambassades du Nigeria, du Ghana, mais des espaces aussi qui sont prévus pour des entreprises commerciales. Donc, et vous voyez également ces panneaux qui pullulent à Conakry et même à l'intérieur du pays, de IMAG, qui invitent des citoyens guinéens à contacter... Ce qui a été brandi comme argument en termes de raisons de déguerpissement, ce n'est pas finalement pour des fins publiques, mais plutôt l'État... C'est pour des utilités privées. En fait, c'est pour aider un petit clan qui rôde autour du président Condé à se remplir les poches. Et donc, la tête de liste, hormis Alpha Condé, c'est bien Ibrahima Kourouma et d'autres qui gravitent autour d'eux. Pendant que votre dossier reste notamment pendant du côté de la cour de la CEDEAO, il y a également une autre opération de déguerpissement qui a été déclenchée par le pouvoir d'Alpha Condé. Ça concerne les emprises notamment des routes de la capitale. En tant que victime, quel est le regard que vous portez sur cette autre opération? Oui, en fait, c'est l'aboutissement de ce qui a commencé à Kaporora et qui s'est poursuivi à Dar es Salaam, etc. Pour nous, c'est un régime qui est violent, qui utilise donc la violence contre ses propres citoyens. Ces déguerpissements n'ont aucun lien avec l'utilité publique. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui on s'en prend à ces pauvres-là qui sont au bord de nos routes-là, on oublie
l'élite qui a occupé le littoral de Conakry aujourd'hui. Et cette élite-là, ce sont des ministres, ce sont des hauts cadres de l'État, ce sont des Chinois et des Libanais, alors qu'il y a la loi guinéenne qui dit que le littoral est un domaine public maritime comme tout le reste. Donc, l'utilité publique, lorsqu'elle existe, l'État est libre de faire des déguerpissements, mais tout cela se fait dans le respect de l'art, c'est-à-dire qu'on évalue les biens des citoyens et puis on passe à leur dédommagement conformément à ce qu'ils ont investi sur place. Et si tel n'est pas le cas, les intéressés ont la possibilité d'aller se plaindre devant un tribunal. Malheureusement, ce qui est fait là, c'est du tape à l'œil parce que, vous vous rappelez, le président turc Erdogan a dit à Alpha Condé que Conakry n'est pas une capitale digne. En parlant de cela, il ne faisait pas allusion à des gargotes et autres, il faisait allusion à l'urbanisation même de la ville de Conakry, tous ces bâtiments que vous voyez à travers la ville. Donc, ce qui se passe là, c'est du n'importe quoi. Et donc, puisque nous, on n'a pas été entendus par une bonne partie des Guinéens, dont certains pensaient que nous sommes venus occuper des espaces de l'État, aujourd'hui, ça s'étend à Conakry et dans le Grand Conakry, ça va s'étendre sur le reste de la Guinée. Et si on ne fait pas attention, un jour, M. Alpha Condé est capable de sortir, de se réveiller un beau matin et de déclarer toute la Guinée réserve foncière de l'État. Mamadou Sambasso, je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif des déguerpis des Caporal, Kipé 2 et Dimes. C'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, mais aussi merci à toute l'équipe technique rédactionnelle de Star 21 TV. Au revoir.